Nous vivons à une époque où tout semble accessible d'une simple pression sur un bouton. L'information, le divertissement, les liens sociaux, tout est accessible en quelques secondes. Nous n'avons jamais eu autant de ressources, autant d'options, autant de distractions, et paradoxalement, nous n'avons jamais été aussi démotivés. Cette apathie croissante qui touche des millions de personnes dans le monde est souvent interprétée comme de la paresse, un manque de discipline, voire une faiblesse morale. Mais que se passerait-il si cette conclusion était erronée? Et si le problème ne résidait pas dans l'absence de motivation, mais dans l'excès de stimuli qui étouffe toute possibilité de connexion authentique avec soi-même? C'est précisément la thèse défendue par de nombreux chercheurs contemporains, et qui fait écho aux réflexions de Viktor Frankl. Psychiatre autrichien et survivant des camps de concentration nazis, Frankl a vu sa famille exterminée à Auschwitz et a vécu des années dans la mort, la faim et la brutalité. Pourtant, il a su puiser en lui une force qui ne provenait ni du plaisir ni de l'espoir de liberté, mais de quelque chose de bien plus profond, le sens. Pour Frankl, l'être humain est avant tout animé par une soif de sens. Ce n'est pas la recherche du confort, du plaisir ou du succès qui nous maintient en vie, mais la capacité à donner un sens à notre existence, même et surtout dans les circonstances les plus extrêmes. Cette réflexion jette un éclairage troublant sur la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Si la véritable motivation naît du sens, que se passe-t-il lorsqu'une société entière est conditionnée à ne rechercher que plaisir et distraction? Qu'advient-il de la psyché humaine lorsque chaque instant d'ennui est rempli par une vidéo, chaque pause par une notification, chaque silence noyé par des stimuli extérieurs? Cette vidéo propose une réflexion radicale. Peu, être n'êtes-vous pas démotivé? Peu, être êtes-vous simplement épuisé? Épuisé par la poursuite d'objectifs qui ne sont pas les vôtres, par la consommation de contenu inutile, par une vie constamment distraite? Dans ce scénario, le manque de motivation n'est pas un défaut, mais un symptôme, un avertissement que quelque chose de plus essentiel s'est perdu dans le bruit, et c'est précisément ce que nous allons explorer. Comment l'hyperstimulation moderne érode notre capacité à trouver un but, comment le silence, le vide et l'inconfort, aujourd'hui évités à tout prix, sont en réalité des voies vers la redécouverte de soi. Et comment les idées d'un homme ayant survécu à l'enfer de l'histoire peuvent encore nous guider dans le chaos technologique et existentiel du présent. Si vous vous êtes déjà senti perdu, épuisé, incapable d'agir, même de savoir quoi faire, cette vidéo est pour vous. Car peu, être votre âme n'est-elle pas vaincue? Peu, être essaie-t-elle simplement de vous dire qu'il est temps de rentrer chez vous? L'esprit humain n'a pas été conçu pour faire face au bombardement constant de stimuli qui caractérise la vie moderne. Au cours de millénaires d'évolution, notre cerveau s'est adapté au cycle naturel d'activité et de repos, de concentration et de dispersion, de présence et d'introspection. Mais ces dernières décennies, quelque chose a radicalement changé. Nous sommes entrés dans une ère d'hyperstimulation, où chaque seconde de silence est saturée de notifications, d'écrans lumineux, de sons artificiels et d'une avalanche d'informations qui accaparent notre attention à chaque instant. Ce qui était autrefois considéré comme un temps mort, un moment pour réfléchir, ressentir, simplement être, est désormais perçu comme du temps perdu. La technologie, au lieu d'être un allié de la conscience, est souvent devenue un anesthésiant pour l'âme. Nous parcourons des flux interminables, non pas par intérêt pour le contenu, mais parce que le silence nous est insupportable. Nous regardons des séries en boucle, des vidéos courtes. Nous consommons l'actualité à un rythme effréné, non pas pour nous informer ou nous épanouir, mais pour nous évader. Échapper à quoi? À nous-mêmes. Ce comportement a de profondes conséquences. La dopamine, le neurotransmetteur associé à la motivation et au plaisir, est constamment activé par de petits pics de stimulation numérique. Mais ces pics sont superficiels et artificiels. Plus nous nous y exposons, plus nous devenons insensibles aux stimuli naturels de la vie. Ce qui nous passionnait autrefois, une conversation enrichissante, un projet créatif, une promenade tranquille, commence à nous sembler lassant. Notre cerveau, accro à la nouveauté et à l'immédiateté, perd de sa valeur, de sa profondeur, de sa lenteur, de son importance. C'est la racine invisible de la démotivation moderne. Le plaisir facile tue la véritable motivation. Quand chaque petite pause est comblée par une récompense numérique, nous perdons la capacité de désirer profondément. Ce n'est pas que vous ne souhaitiez pas changer votre vie. C'est que votre système de récompense est détourné par des stimuli qui ne font qu'imiter la réussite. Et cela nous amène à une réflexion encore plus troublante. Si nous sommes si occupés à fuir l'ennui, ne fuyons-nous pas aussi les questions qui comptent vraiment? Car c'est dans le silence, en l'absence de stimulation, que surgissent les grandes questions de l'existence. Comme nous l'a mis en garde Viktor Frankl, réfléchissant à la souffrance humaine et au vide existentiel moderne, l'homme moderne a de moins en moins de temps pour réfléchir, de moins en moins de courage pour prendre des décisions et de moins en moins de liberté pour trouver son propre sens. Or, c'est précisément cette capacité à trouver un sens personnel qui soutient sa dignité d'être humain. Dans le prochain segment, nous explorerons les conséquences de cet épuisement psychique causé par une stimulation excessive. Pourquoi notre esprit est-il si épuisé? Et que perdons-nous lorsque nous perdons la capacité de réfléchir? Si ce contenu vous intéresse, cliquez sur le bouton s'abonner
et abonnez-vous à la chaîne. Merci de votre soutien. Qu'arrive-t-il à un esprit qui ne se repose jamais, qui ne se tait jamais, qui n'est jamais autorisé à exister simplement sans stimulation, sans attente, sans distraction? La réponse est simple, mais dévastatrice. Il se fragmente. L'esprit surchargé ne pense plus. Il réagit simplement. Il ne réfléchit pas. Il consomme. Et avec le temps, cet esprit perd sa précieuse capacité de réflexion. Réfléchir, c'est plus que penser. C'est prendre du recul et observer. Il s'agit de laisser les pensées se poser, les émotions prendre forme, les valeurs se révéler. C'est dans cet espace intérieur, de silence et d'élaboration, que nous construisons notre identité, que nous comprenons nos expériences, que nous nous connectons à ce qui compte vraiment. Mais lorsque chaque microseconde est envahie par un nouveau stimulus, cet espace s'érode. À sa place, un esprit frénétique et anxieux émerge, incapable de soutenir un raisonnement plus profond et encore moins une quête existentielle de sens. L'esprit fatigué recherche le soulagement, non la clarté. Et c'est là que réside le danger. Car un esprit qui ne recherche que le soulagement devient dépendant de tout ce qui promet une évasion rapide. Les réseaux sociaux, la nourriture, la pornographie, le shopping, une productivité excessive, tout ce qui détourne l'attention de l'inconfort immédiat, même si cela nuit à notre bien-être à long terme. C'est là le piège. Une stimulation excessive nous empêche de réfléchir profondément, et l'absence de réflexion profonde nous condamne à répéter les mêmes schémas vides jour après jour. De plus, un esprit épuisé est un esprit qui perd le contact avec lui-même. Sans moment d'introspection, nous ne reconnaissons plus nos véritables émotions, nous ne savons plus ce que nous voulons, nous ne pouvons identifier ce qui nous motive vraiment. Nous devenons à la merci des impulsions extérieures, vivant selon ce qui nous est suggéré, annoncé ou imposé, et non selon ce qui émerge de l'intérieur. Le philosophe danois Søren Kierkegaard disait que la plus grande forme de désespoir est de choisir d'être autre chose que soi-même. Mais comment choisir d'être soi-même si l'on n'a jamais le temps de se trouver soi-même? L'esprit qui ne réfléchit pas est un esprit aliéné de sa propre essence, et c'est précisément cet état d'aliénation qui alimente ce que l'on appelle la démotivation. Car lorsque nous ne sommes pas connectés à nos émotions, à nos valeurs, à nos objectifs les plus authentiques, toute action paraît forcée, artificielle. La motivation ne naît pas du néant, elle est le résultat d'une connexion intérieure. Et cette connexion exige le silence, l'espace, la pause. Comme l'a dit Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Mais que se passe-t-il lorsque cet espace est détruit? Lorsqu'il n'y a plus d'intervalle entre le stimulus et la réponse, lorsqu'il n'y a plus de choix, seulement une réaction automatique? Dans la partie suivante, nous explorerons cette conséquence plus en détail. Comment la démotivation, à notre époque hyperstimulée, n'est pas un signe d'échec personnel, mais le cri étouffé d'une âme en quête de sens. On entend souvent des phrases comme « Je me sens bloqué, je ne peux rien faire. J'ai l'impression que quelque chose m'aspire de l'intérieur. » Ces expressions ne sont pas de simples éclats de rire, ce sont des diagnostics. Dans un monde où tout tourne autour de la productivité, de la performance et de l'accomplissement, le manque de motivation est perçu comme un échec personnel, comme si la personne était brisée, comme s'il lui manquait quelque chose en elle. Et si la vérité était tout autre? Et si cette apathie était en réalité le symptôme d'un système malade, d'une âme étouffée par la superficialité? Dans ce contexte, la démotivation n'est pas une faiblesse, c'est une protestation. C'est le cri étouffé d'une psyché qui ne peut plus courir après des objectifs vides, des cibles imposées, des stimuli qui promettent le bonheur, mais n'apportent que le vide. C'est l'effondrement silencieux de quelqu'un qui a passé trop de temps à vivre à l'extérieur sans jamais se tourner vers l'intérieur. Ce n'est pas que tu ne veuilles pas agir, c'est que tu en as assez d'agir sans but. Ce n'est pas que tu manques de force, c'est que vous avez déjà épuisé votre énergie à essayer de vous adapter à une vie qui ne vous représente pas. Le symptôme de la démotivation révèle une douloureuse vérité. Nous essayons de forcer le mouvement là où il manque de sens. Nous essayons de raviver une flamme en utilisant un faux carburant. Et l'âme le sait, elle perçoit quand quelque chose est superficiel, quand il n'y a pas de vérité, quand nous ne faisons que jouer un rôle. Et c'est là que la paralysie survient. Non pas par incapacité, mais parce que nous sommes déconnectés de ce qui nous anime vraiment. Imaginez une plante, plantée dans un sol pauvre, exposée à la lumière artificielle 24 heures sur 24. Peut-il grandir? Peut être. Mais il sera faible, pâle, déconnecté de son rythme naturel. Voilà ce qui arrive à l'esprit humain lorsqu'il vit immergé dans une stimulation constante, dans des exigences incessantes, sans avoir le temps de s'enraciner en lui-même. La démotivation, dans ce cas, c'est le corps qui nous dit « il faut arrêter ». C'est l'âme qui nous dit « il faut rentrer à la maison ». Frankl nous avait déjà prévenu à ce sujet avec une précision chirurgicale. Lorsqu'on ne trouve pas de sens profond à la vie, on se distrait en se laissant aller au plaisir. Mais la distraction n'est pas synonyme d'épanouissement. Et lorsque le vide revient, comme toujours, on réalise que le problème n'était pas le manque de mouvement, mais le manque de direction.
Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de plus de productivité, mais de reconnexion. Et c'est là que nous retrouvons la pensée profonde de Viktor Frankl, qui a survécu à l'enfer des camps de concentration et nous a enseigné quelque chose que beaucoup oublient. La véritable motivation ne naît pas du confort, mais d'un objectif. Dans la partie suivante, nous plongerons au cœur de sa philosophie et comprendrons pourquoi la quête de sens est le seul véritable antidote au vide existentiel de l'ère moderne. Si ce que vous entendez résonne en vous, vous trouverez une réelle valeur ajoutée dans mes livres numériques. Au-delà de l'ombre décompose les idées fondamentales de Jung, tandis que Dialogue avec l'inconscient vous propose un parcours de 30 jours pour les appliquer à votre vie. Les deux sont liés dans le commentaire épinglé. Dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité, Viktor Frankl a survécu aux horreurs d'Auschwitz, de Dachau et d'autres camps de concentration nazis. Il a été témoin du pire de l'humanité. Il a vu des hommes tout perdre, famille, dignité, identité. Il a vu des corps se transformer en numéros, des vies réduites à une simple survie. Et même là, au milieu de la faim, de la douleur et de la mort, il a identifié quelque chose de surprenant. Certains ont réussi à conserver l'étincelle de vie. Non pas parce qu'ils étaient physiquement plus forts, ni plus chanceux, mais pour une raison bien plus profonde. Ils avaient toujours un pourquoi. Frankl a compris que ceux qui avaient un sens clair, une raison de vivre, un but plus grand qu'eux-mêmes, étaient ceux qui résistaient à l'effondrement psychologique. Il a appelé cela la volonté de sens et a fait de cette idée le cœur de son approche psychothérapeutique, la logothérapie. Pour Frankl, l'être humain n'est pas motivé, comme le disait Freud, par la recherche du plaisir, ni, comme le suggérait Adler, par la quête du pouvoir. La pulsion profonde de l'être humain est de trouver un sens à son existence. Lorsque ce sens fait défaut, le vide existentiel surgit. Ce même vide que nous camouflons aujourd'hui sous des distractions, une productivité toxique et des stimuli incessants. L'aspect le plus impressionnant de l'œuvre de Frankl est la prise de conscience que même dans la douleur, on peut trouver du sens. Même dans la souffrance extrême, il y a place pour la dignité, pour le choix, pour la transcendance. La vie ne perd jamais son sens, disait-il, même face à l'inévitable souffrance. Cela remet totalement en question la logique moderne selon laquelle il faut être en bonne santé pour produire et être motivé pour agir. Frankl renverse cette logique. Souvent, c'est en agissant avec sens que nous retrouvons notre force. Avoir un but n'est pas un luxe, c'est un besoin psychologique fondamental. Cette compréhension change tout. Si la motivation dépend du sens, son absence n'est pas un signe de faiblesse, mais de déconnexion avec ce qui compte vraiment. Et cette déconnexion s'intensifie lorsque nous vivons pour des objectifs vides. Le statut, la reconnaissance sociale, les chiffres, les apparences. Frankl nous invite à poser une autre question. Pourquoi est-ce que je vis ? Non pas pour avoir plus d'énergie, mais pour savoir pourquoi ça vaut le coup de sortir du lit. Non pas pour être plus productif, mais pour ce qui me motive vraiment. Selon ses propres mots, l'homme est capable d'endurer n'importe quelle situation, pourvu qu'il ait un pourquoi. Et ce pourquoi n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut s'agir d'un enfant, d'une mission personnelle, d'un idéal, voire d'une tâche simple, mais vécue avec authenticité. L'essentiel est que ce soit authentique, que cela vienne de l'intérieur, que cela vous connecte à quelque chose de plus grand que l'immédiateté du moment. Mais comment retrouver ce sens dans une vie envahie par le bruit, les distractions et les pressions ? Comment créer l'espace nécessaire à cette reconnexion ? Dans la prochaine partie, nous explorerons précisément cela. Le pouvoir du silence, de la pause et de l'inconfort, comme porte d'entrée vers une vie plus pleine de sens et de présence. Dans une société où l'absence de stimulation est presque perçue comme une menace, parler de silence sonne comme une hérésie. Le silence nous confronte. Il nous force à écouter ce que nous avons évité, nos pensées les plus chaotiques, nos douleurs les plus refoulées, nos questions les plus dérangeantes, et pourtant, c'est précisément dans ce territoire apparemment hostile que réside la clé pour renouer avec l'essentiel. L'homme moderne a été conditionné à craindre le vide. Il ne supporte pas l'attente, ne supporte pas la solitude, ne sait pas simplement être. Mais ce vide, cet espace vide de stimuli n'est pas une erreur, c'est une invitation. Une invitation à la pause, à l'observation, à la réorganisation. Car ce n'est que lorsque le bruit cesse que nous pouvons entendre la voix de la conscience. Ce n'est que lorsque l'excès se dissout que l'essentiel peut émerger. Frankl disait que la vie exige une réponse de chacun de nous. Mais pour répondre, il faut d'abord écouter. Et dans ce monde saturé, écouter est devenu un art oublié. Nous sommes tellement habitués au flux constant d'informations, d'opinions et d'attentes extérieures que nous sommes devenus sourds à notre propre appel intérieur. Cet appel n'est ni fort, ni spectaculaire. Il est subtil, murmuré entre deux pensées, et cela ne peut se réaliser qu'en créant un espace de silence. Éteindre son téléphone, refuser une autre tâche, dire non à ce qui n'est pas essentiel, tout cela peut paraître inconfortable au premier abord. Mais ce malaise est le signe que vous sortez de l'automatisme. C'est un signe avant-coureur de lucidité. Car avant la motivation vient le silence, avant l'action cohérente vient l'écoute sincère, et avant le but vient la confrontation avec ce que vous avez évité. Et oui, le silence peut être déconcertant.
Il peut révéler des insécurités, des doutes, des ressentiments, mais il peut aussi révéler des valeurs oubliées, des désirs authentiques, des perspectives inexplorées. L'inconfort ressenti en l'absence de stimulation n'est pas un ennemi, c'est le début du processus de réintégration. C'est dans cet espace que l'âme, jusque-là étouffée par le bruit russe, commence à murmurer des vérités trop longtemps ignorées. Comme l'écrivait Viktor Frankl, chacun de nous doit trouver dans sa vie un sens unique, une mission qui lui est propre. Aucune vie ne peut être remplacée, aucun destin ne peut se répéter. Chacun est irremplaçable. Mais comment entendre cette mission? Comment reconnaître cet appel si nous ne prenons jamais le temps de l'écouter? Dans la prochaine et dernière partie, nous aborderons l'étape la plus essentielle. Comment transformer ce silence en action significative? Comment sortir de l'apathie, non pas par une stimulation extérieure, mais par l'expression authentique d'un objectif intérieur. Car la véritable motivation naît lorsque nous cessons de fuir et choisissons enfin de vivre avec intention. Il arrive un moment où l'on ne peut plus continuer à vivre en pilotage automatique. Un moment où le vide parle plus fort que la distraction. Quand la fatigue ne peut être soulagée par une autre vidéo, un autre défilement, une autre tâche. C'est l'instant de la rupture. Et, paradoxalement, c'est aussi le point de départ. Car c'est lorsque nous cessons de chercher à l'extérieur ce que nous ne pouvons trouver qu'en nous-mêmes que nous commençons enfin à avancer dans la bonne direction. La véritable motivation n'est pas bruyante. Elle ne s'accompagne pas de promesses faciles ni de formules toutes faites. Elle ne naît pas du désir de plaire aux autres, d'atteindre des objectifs extérieurs ou de suivre des normes imposées. Elle émerge lorsque vous entrez en contact avec ce qui est non négociable en vous, avec vos valeurs les plus profondes, avec vos rêves oubliés, avec votre vérité la plus brute. C'est une force silencieuse mais implacable. Une étincelle qui, une fois allumée, transforme complètement votre façon d'agir dans le monde. Et cela ne requiert aucun héroïsme. Cela n'exige pas de grands gestes, ni de changements radicaux. Cela commence par le plus simple. En faisant taire le bruit. Avec un regard honnête sur soi-même. Avec le simple fait de dire que cela ne me sert plus. Avec le mouvement qui va à l'encontre du chaos. De cesser de courir frénétiquement dans tous les sens et de commencer à marcher vers l'intérieur. Car c'est dans cet espace intérieur que le but prend forme. C'est là que l'on commence à agir non par obligation, mais par sens. Non pas par impulsion, mais par choix. Non pas pour fuir, mais pour exprimer qui vous êtes vraiment. La démotivation n'est pas un défaut, c'est une invitation. Un appel à cesser de vivre en surface et à plonger dans le réel. Un signe qu'il est temps de se reconnecter. Faire silence. Retrouver sa propre présence. Agir avec intention. Viktor Frankl a survécu à l'enfer et en est ressorti avec une vérité puissante. On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière de ses libertés. Choisir son attitude en toutes circonstances. Choisir sa propre voie. Vous avez toujours cette liberté, même maintenant. Et vous pouvez l'utiliser pour rompre le cycle de la superficialité et commencer un nouveau récit. Un récit où vous n'êtes plus à la merci des stimuli, mais guidé par un objectif. Si ce message vous a interpellé, dites-le nous dans les commentaires. Qu'allez-vous laisser derrière vous dès aujourd'hui? Quel bruit allez-vous faire taire pour entendre votre propre voix? Et si cela vous parle, continuez à regarder. La prochaine vidéo est également importante. C'est être exactement ce dont vous avez besoin d'entendre parler maintenant. Car le chemin vers une vie pleine de sens ne s'arrête pas là. Il ne fait que commencer.